Les maisons d'édition sont-elles peut-être condamnées à disparaître un jour? D'objets que l'on tient comme ça au creux de ses mains, le livre va-t-il progressivement se virtualiser? Le monde de l'édition, en tout cas, est en pleine effervescence. On assiste à un processus de concentration, comme en témoigne la fusion hier de deux géants, l'américain Random House et le britannique Penguin, qui s'unissent pour mieux exister sur le front du numérique, peut-être mieux faire concurrence à Amazon. Ce matin, le point de vue d'un libraire, c'est vous, Pascal Vandenberg. Bonjour. Bonjour. Directeur de Payot, des librairies Payot. Cette fusion entre ces deux mastodontes, vous la voyez comment? Comme peut-être une chance aussi de contrer Amazon, c'est ça? Alors d'abord, c'est pas un Américain et un Anglais, c'est un Anglais et un Allemand. Puisque Random House appartient au groupe Bertelsmann, qui est un groupe allemand. D'origine américaine, oui. Oui, mais qui est un groupe allemand familial en plus, pas coté en bourse. Et qui va prendre la majorité avec 53% par rapport au groupe britannique Pearson qui lui possède la marque Penguin. Alors ça fait effectivement deux gros qui se rassemblent et une méga fusion qui devrait peser à peu près 25% du marché anglophone, ce qui est donc gigantesque. Et on peut y lire trois choses finalement. La première, c'est que un des bouleversements du monde de l'édition récent, c'est que les éditeurs qui ont toujours été finalement dominants par rapport aux canaux de vente se retrouvent maintenant en position de faiblesse par rapport à des acteurs comme Amazon par exemple, le plus frappant, ou Google ou d'autres, et qu'ils se retrouvent en situation, ils ont été quand même mis en difficulté lors de l'émergence du marché numérique aux États-Unis avec l'imposition par Amazon qui captait 80% de parts de marché, de prix et de revenus qui étaient plus proches de l'aumône que du revenu, on va dire, fixés unilatéralement par Amazon. Et ce petit jeu a été cassé en fait par l'entrée en course de Apple avec l'iPad. En fait, l'iPad est plutôt un gadget, mais en réalité, l'important dans ce qu'avait communiqué Steve Jobs à ce moment-là, c'était que lui avait signé avec les 4 premiers groupes américains pour trouver avec eux un accord sur le prix des livres numériques de façon à ce qu'ils conservent un niveau de revenu suffisant. Mais là, Amazon, sa suprématie va être un peu contrée par cette méga fusion. C'est en tout cas un des objectifs premiers. Alors il y a un deuxième objectif qu'on peut lire, c'est celui évidemment de rapprochement de deux groupes. C'est des frais de structure, c'est des frais d'achat de papier, c'est des économies d'échelle qui sont évidemment importantes. Là, on est plus dans le domaine de l'industrie et de la finance. Vous avez des fusions dans l'automobile, vous avez des fusions dans le livre. Maintenant, il faut oublier le côté artisanal du livre et création éditoriale pour aller sur des réflexions qui sont plus proches de celles de grands groupes mondiaux dans l'alimentaire, dans les mines, dans les mines ou dans l'automobile. On est dans ce monde-là. Ça, c'est le deuxième objectif. Puis il y en a un troisième quand même, quand on regarde un petit peu la configuration, c'est la complémentarité géographique de ces deux groupes. Ils sont tous les deux anglo-saxons, mais ils ont une présence qui est assez différente selon les secteurs, et notamment sur les marchés émergents. On parle quelque part du numérique quand même en filigrane et on se rend compte aujourd'hui dans les premières grandes études intéressantes qui sortent que finalement dans les marchés émergents, je pense au Brésil et à l'Inde en particulier, le numérique est une vraie solution par rapport au papier. Parce que le papier est coûteux à transporter, coûteux à apporter, alors que le numérique offre une solution. Et on voit qu'aujourd'hui en Inde, au Brésil, le nombre d'acheteurs de livres numériques est 4 fois supérieur par exemple, ou 5 fois supérieur à la France. Et pour ces acteurs-là, c'est assez important d'investir comme éditeur ces nouveaux marchés, comme Nestlé le fait en Chine. Les éditeurs anglo-saxons veulent aller dans les pays émergents. Et il y a aujourd'hui des complémentarités. Par exemple, en Amérique du Sud, on a Penguin qui a acquis récemment une compagnie, une maison d'édition brésilienne, donc ils sont relativement forts au Brésil, ce qui n'est pas du tout le cas de Random House, qui lui est présent plutôt sur le Mexique et le Chili. Et donc, on raisonne comme ça sur des acquisitions de parts de marché. Est-ce qu'il va se passer pour le livre ce qui se passe avec le disque depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire le rétrécissement du nombre d'acteurs sur le marché? On n'aura plus que quelques acteurs dans le monde de l'édition. Alors c'est peut-être ce qui va se passer sur le marché anglo-saxon, mais la différence qu'il y a entre le livre et le disque, c'est que quoi qu'on fasse, sauf à déclarer l'anglais la langue universelle, on n'en est pas loin, vous me direz, il y a quand même déjà une domination pour pas dire une hégémonie, mais dans le livre, même quand vous sortez 50 Shades of Grey, vous passez par des micro-marchés qui sont liés aux traductions, tout simplement. Vous êtes obligé d'avoir une édition en italien, en espagnol, en français, en danois, et donc vous n'avez pas le même phénomène de mondialisation que
dans la musique où pour sortir le nouveau Madonna, vous sortez sur toute la planète le même jour le même produit. Il y a la question de la traduction, effectivement, Pascal Vandenberg, et j'allais dire, et le libraire dans tout ça. Est-ce que dans 5-10 ans, on n'aura pas une transmission directe entre le producteur, enfin, c'est-à-dire l'écrivain, etc., et le lecteur, et le libraire dans tout ça? Justement, par rapport à une méga fusion comme celle annoncée hier, vous vous situez comment, vous? Quelles conséquences pour vous? On est totalement en marge de ce phénomène, puisque là, on parle vraiment du marché anglo-saxon et pas du tout du marché francophone. Aux États-Unis, de toute façon, la question de la librairie est réglée. Les indépendants pèsent aujourd'hui, ils sont passés en un an de 9% à 6% de part de marché. Et puis même les grandes chaînes de librairie, Borders a fermé, une grande chaîne de librairie avait 10% de part de marché, a disparu du jour au lendemain il y a un an. Ces 10% sont passés quasiment directement chez Amazon. Et ce qui se passe aux États-Unis arrive en Europe, non? Non, pas du tout. Et justement, c'est là qu'il faut faire attention aux analyses qu'on fait. Récemment, l'Institut GfK, qui est un institut qui s'intéresse aux livres depuis assez longtemps, a analysé assez précisément le marché du livre numérique dans les marchés dans les marchés globaux. Et on voit que, contrairement à des idées reçues, par exemple, un pays comme le Japon, aujourd'hui, le numérique n'existe qu'à hauteur de 8%. C'est quoi? C'est une question culturelle alors? Il y a des questions culturelles. Il y a des questions d'offres, il y a des questions de prix, il y a des questions d'éloignement géographique des librairies. En tout cas, aujourd'hui, alors qu'on annonçait un raz-de-marée du numérique, pour le marché francophone, en 2012, le livre numérique pèsera 0,5%, c'est-à-dire rien, 21 millions d'euros. Et la projection, et ce sont des gens sérieux qui n'ont aucun intérêt à minimiser ce phénomène, ils prévoient moins de 2% en 2015. C'est-à-dire on n'a pas du tout le même phénomène que la croissance exponentielle en 2 ou 3 ans aux États-Unis. Et il faut savoir qu'aux États-Unis en 2012, on est passé d'une croissance de 160% sur les 5 premiers mois de l'année en 2011 à une croissance que de, je dirais, 30% cette année. C'est-à-dire que les premiers acquéreurs, comme on dit, de nouvelles technologies, ça a fait le plein. Et on arrive déjà à un moment où le marché va commencer à s'aplanir un peu et à se poser, en quelque sorte. Alors Pascal Vandenberg, je comprends la différence de culture entre Japon et États-Unis, entre Europe et États-Unis, mais il y a un moment donné, s'il n'y a plus d'éditeurs, enfin si ce marché-là se rétrécit, il n'y aura plus de libraires non plus. Oui. Alors là c'est un peu logique, non? Oui, bien sûr. Alors ce serait, on peut rentrer dans ce détail-là, si vous voulez. En ce qui concerne le marché anglo-saxon, puisque la question est, j'entendais tout à l'heure au journal de 6 heures une interview de Jean Richard des éditions d'en bas qui parlait de conséquences sur lui assez inquiet sur la diversité de l'offre. Sur la diversité. On peut dire qu'aux États-Unis, depuis 20 ou 30 ans, déjà, ça a beaucoup changé. D'un côté, vous avez des grands groupes d'édition qui sont là pour faire du best, et de l'autre côté, la production éditoriale plus difficile est vraiment maintenant cantonnée aux presses universitaires. Et il y a toute une classe moyenne, je dirais, d'éditeurs de taille moyenne qui font des équilibres entre des livres qui se vendent, des livres qui ne se vendent pas. Tout ça a quasiment disparu, ou en tout cas est la portion congrue aujourd'hui. Maintenant, le nouveau phénomène, c'est un troisième pôle que j'appellerais l'auto-édition, la bouillie de l'auto-édition plutôt, qui peut être une opportunité pour les libraires, parce que devant cet infini possible de livres, on peut appeler ça comme ça, livres disponibles, à un moment donné, comment on s'oriente le lecteur? Soit il rentre dans ce qu'on appelle les goulots d'étranglement des moteurs de recherche, avec des recommandations, etc. Mais sinon, devant qui va éditer le livre, contrairement à ce que dit Amazon, qui dit les deux seuls maillons utiles, c'est l'auteur et le lecteur. C'est totalement faux en réalité. L'éditeur n'est pas un imprimeur. Donc, le travail de l'éditeur est important, le travail du libraire aussi, dans la sélection et dans la recommandation. Donc la dématérialisation du livre, la liseuse, n'est pas une fatalité, ce n'est pas inéluctable pour vous? Non, d'abord, je pense que les libraires, alors en tout cas dans le marché européen et le marché francophone, peuvent rentrer dans la course et ne pas rester en dehors du jeu. Et ça, c'est quand même un élément important. Nous, on en vend et il n'y a pas de raison qu'on laisse échapper cette opportunité-là. Certains de nos clients veulent acquérir du numérique. Il n'y a pas de raison qu'on leur dise on ne fait pas ça, allez voir ailleurs. Enfin, je veux dire, ce serait totalement absurde. Mais en tout cas, pour l'instant, on considère plus ce format comme un format supplémentaire pour un certain type de lecture, de voyage, etc. Mais pas une substitution dans son canapé. En général, on préfère encore avoir un livre papier. Voilà, ça c'est la position de Payot. Un mot quand même, juste avant de passer aux articles de presse. Pascal Vandenberg, dans l'actualité, il y a ce bras de fer, vous l'avez vu, entre éditeurs de presse italiens, français et allemands et le géant Google. Et hier, le président français François Hollande s'est entretenu avec le président de Google, Eric Schmidt, à propos de la taxe Google. Donc en gros, les éditeurs de presse veulent que Google leur verse des indemnités pour tous les articles qu'ils indexent sur le site. Est-ce que c'est un bon combat ?
Disons, à mon avis, c'est un peu un combat trop tardif. Et je pense que les éditeurs de presse ont eux-mêmes scié la branche sur laquelle ils étaient assis en rentrant dans la notion de la gratuité. D'abord la presse gratuite, puis l'accès gratuit. On en revient d'ailleurs, certains sites redeviennent payants. On en revient, et je parlais il y a peu de temps avec... Le Temps a eu le courage, il y a à peu près 1 an, de dire maintenant on arrête et on fait que du payant. Alors évidemment, tout le monde les regarde en disant mais ils sont malades, et en réalité, je pense qu'ils ont raison. Sur le moyen et sur le long terme, ils ont raison. Et ce qui est gratuit n'a pas de valeur, et maintenant les éditeurs de presse, pour revenir en arrière, j'entendais sur votre antenne, il y a pas très longtemps, une question sur les réactions des États-Unis par rapport à la Chine, et l'analyse, je crois que c'était Domenach de Sciences Po, du CERI, Jean-Luc Domenach, c'est ça, qui disait mais c'est trop tard, le combat est perdu. Je dirais dans ce domaine-là aussi, je crois que c'est beaucoup trop tard pour les éditeurs de presse qui ont d'abord un problème de modèle économique. Ils ne retrouvent pas sur Internet les financements publicitaires qu'ils avaient sur le print, et ils ont ce problème-là. Et en plus, ils ont eux-mêmes mis le pied dans la nuisance de la gratuité, donc c'est, à mon avis, pas gagné.